Tu as pu inviter Florent Crisinel? Ah, j'ai oublié, c'est bien que tu me rappelles. Florent comment? Ok, bon, en attendant, je commence. Florent. Voilà, j'ai invité Ok, comment commencer. Excuse-moi d'y avoir pensé. ça marche. Je t'avais juste coupé ton micro parce que j'ai un gros retour. Ça fait un truc bizarre. Magnifique. Impeccable. Donc, vous n'hésitez pas à intervenir s'il y a des questions, si d'un coup vous m'entendez plus parce que mon micro ne veut plus ou je ne sais quoi. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je suis effectivement un prof d'informatique, département donc TIC, mais à l'Institut REDS, où je fais plutôt des systèmes reconfigurables embarqués, mais je suis aussi un informaticien, et donc là, je vous parle d'un projet qui est purement logiciel, sur lequel on a travaillé depuis une petite dizaine d'années, en fait, qui a vu différentes versions se faire jusqu'à ce que l'on a à l'heure actuelle. Aujourd'hui, c'est moi principalement qui vais parler et répondre à vos questions, évidemment, au fur et à mesure, et puis je vous donnerai du travail à la fin de la session. Évidemment, ça serait important d'avoir suivi tout ce que je vous aurais raconté pour que le travail se passe bien. L'idée, ça va être d'ajouter des nouvelles fonctionnalités au logiciel, supporter des nouveaux médicaments. Vous verrez ce que ça donne. Et donc, vous allez travailler par groupe de 2 là-dessus, ou tout seul, comme vous voulez. Je vous donnerai les infos à la fin de cette session. Alors, j'ai partagé mon écran. A priori, vous voyez une petite présentation. Là, c'est une présentation un peu marketing ou que j'utilise quand je dois présenter le projet à des non-connaisseurs. Je vais juste faire le début de ceci, puis après, je vous montrerai plutôt ce qu'on a à l'intérieur du système. C'est ça qui nous intéresse en tant qu'ingénieur ici. Donc, je vais vous parler de Tuckxi dans un contexte évidemment médical. Le contexte des médicaments que l'on doit prendre régulièrement, typiquement des anti-HIV, des anticancéreux qu'on doit prendre toutes les 24 heures. Et le problème, c'est que quand on prend un médicament, on n'est évidemment pas tous les mêmes. On peut être grand ou petit, on peut être plus ou moins obèse ou maigrichon, on peut être plus ou moins âgé, et même si on est la même personne, en fait, au fur et à mesure de notre évolution dans le temps, on va réagir différemment à un médicament. Et donc, un des soucis qu'on a, c'est qu'en général, les doses qui sont fournies pour les médicaments sont des doses standards. Et donc, en général, un médecin va donner une dose standard à n'importe quel patient, sauf que ce que le patient aura réellement dans son corps, qui va réellement circuler dans ses veines, ça va être différent. Et donc, on va se retrouver avec certains patients qui auront une courbe comme ceci. Là, ça représente la quantité de médicaments qu'on aurait dans le sang. Mais certains vont éliminer beaucoup moins vite le médicament, donc avoir beaucoup plus de médicaments dans le sang, et d'autres, au contraire, vont éliminer beaucoup plus vite le médicament et donc en avoir moins. Et évidemment, le souci, c'est qu'il y a un optimal à ça, c'est-à-dire que les médicaments ont été développés d'une certaine manière avec l'idée qu'on aimerait avoir une certaine quantité pour que l'effet soit optimal. Et donc, tout le problème, ça va être essayer de se retrouver en fait dans ce bon range ici, qui est le range d'efficacité. Ce sera peut-être le cas pour la majorité de la population avec une dose standard, mais certaines personnes vont se retrouver avec des problèmes de toxicité, parce que là, on ne parle pas juste d'un peu d'aspirine, mais voilà, des anti-HIV, des anticancéreux. Si on en prend trop, vous avez typiquement les reins qui partent dans les choux, ce qui n'est pas forcément top. Et des problèmes de manque d'effet, évidemment, si notre corps ne reçoit pas assez de médicaments, c'est un peu comme si on ne prenait pas, et ça ne va pas très bien se passer pour le traitement. Donc, ce qui se fait, en fait, assez souvent dans la pratique, suivant les hôpitaux, typiquement, c'est ce qu'on appelle du Therapeutic Drug Monitoring, TDM, où typiquement le médecin va donner une dose standard, comme ceci, et puis à un moment donné, on va demander une prise de sang pour pouvoir observer la quantité de médicaments dans le sang. Et puis, ça va nous donner une certaine valeur. Puis là, on voit qu'on a une valeur qui est passablement basse en fait par rapport à celle qui était prévue. Avec ça, on va pouvoir calculer des paramètres individuels. Ça sera tout l'objet de la suite de cette journée. Et puis, on voit qu'on est vraiment en dessous par rapport à la cible qui nous intéresse. Et donc, à partir de là, on va pouvoir suggérer au médecin
de modifier la posologie en disant vous avez meilleur temps de donner 600 mg au lieu de 400 pour que votre patient se retrouve avec une bonne quantité de médicaments. Et donc, on a une connaissance a priori, une connaissance a posteriori, une fois qu'on a pu observer une réelle concentration de médicaments dans le sang. Et puis donc, comment est-ce que ça se fait ceci? Alors ça se fait tous les jours au CHUV. Au CHUV, ils font ce travail-là 5000 fois par année. À Seury, ils font ça 5000 fois par année aussi. Et donc, ils reçoivent des informations sur tel ou tel patient, on connaît son âge, son sexe, son poids typiquement. On sait qu'on a reçu telle ou telle dose et puis on a eu telle observation. La question c'est est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il faut faire ça autrement? Alors ça se fait un peu au pouce en fait en général. Ça peut se faire juste parce que le médecin a l'habitude. Ça peut se faire avec ce qu'ils appellent des nomogrammes qui disent que pour un adulte avec tel type de caractéristiques, on a meilleur temps de donner telle ou telle quantité. Et puis, il travaille aussi avec des feuilles Excel, typiquement des feuilles Excel maison dans lesquelles il peut faire des calculs pour essayer de prédire une concentration de médicaments dans le sang et puis pouvoir ensuite ajuster les posologies. Mais voilà, c'est très spécifique à des pharmacologues, il faut vraiment connaître ce qu'on fait. Et puis, ce n'est pas forcément tout à fait certifié. C'est certifié par les auteurs qui l'utilisent eux-mêmes selon leur propre responsabilité. Et donc, l'idée, ça a été de développer un logiciel pour faire ça. C'est-à-dire qu'il va faire les calculs pour nous, qui va faire des prédictions, qui va nous permettre d'évaluer la normalité d'une concentration et puis proposer ensuite des adaptations de dosage. Le logiciel, on l'appelait Tuckhuxi. Tuckhuxi, c'est le nom d'un dauphin d'Amazonie, en fait. Et puis, le dauphin, c'est un des rares animaux qui sauve des personnes. Donc, on trouvait ça plutôt sympa. Et en plus, il surfe sur la vague. Et la vague, on va retrouver que c'est simplement une courbe de prédiction extravasculaire qu'on retrouve pour passablement de médicaments. Et donc, là, je vous présente quelques screenshots du logiciel que vous aurez l'occasion d'utiliser vous aussi. On a quelque chose qui suit en fait la logique d'un pharmacologue avec les informations sur le patient, un médicament à choisir, ici l'imatinib. Ensuite, on va pouvoir spécifier une posologie particulière qui nous permet d'obtenir des courbes. On va pouvoir ajouter des covariables, ce qu'on appellera des covariables, qui sont des informations sur le patient qui nous permettent d'être plus justes dans les prédictions. En l'occurrence, ici, on a le poids, la présence ou non d'une tumeur stromale gastro-intestinale, le sexe du patient et son âge. Donc ça permettra d'être un peu plus juste. Ensuite de ça, on aura potentiellement une mesure qui aura été faite, ça sera le cas en général dans la pratique, qui va nous permettre d'affiner encore cette prédiction. À partir de là, on sera intéressé à atteindre certaines cibles thérapeutiques, on y reviendra aussi. Et puis, le logiciel peut nous proposer des ajustements qui seront potentiellement différents que ce qu'a reçu la personne jusqu'à présent pour arriver justement dans cette cible thérapeutique. À partir de là, le praticien peut choisir l'adaptation qui lui convient, taper quelques éléments de rapport et ensuite générer un rapport qui peut être customisé en fonction de l'institution dans laquelle on se trouve. Voilà, donc ça c'est le logiciel tel qu'il existe en fait à l'heure actuelle. Je vais m'arrêter là pour cette partie de la présentation. C'était juste un petit overview en fait de ce qu'on a développé. Et puis maintenant, on va essayer de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et vous n'hésitez pas à intervenir s'il y a des choses qui ne sont pas claires, évidemment. Alors, je passe sur un autre support. Ceci-là, c'est une présentation que vous avez à disposition sur Cyberlearn. Je vous ai mise PDF en fait dans Cyberlearn. Vous avez 133 pages. On ne fera pas forcément les 133 slides. Ça fera un petit peu beaucoup globalement. Mais donc, je reviens sur ce contexte que je viens de vous présenter. Des patients qui doivent prendre un médicament toutes les 24 heures, 12 heures ou autres pour des médicaments un petit peu costauds, mais qui sont néanmoins observables. On n'a pas envie de se retrouver en zone de toxicité, on n'a pas envie d'être en zone d'inefficacité, on a envie d'atteindre une certaine cible. Voilà, c'est tout le problème. Le problème, c'est comment le faire de manière efficace. Pour ce faire, il faut pouvoir calculer, prédire en fait une concentration parce qu'on ne peut pas mesurer, on n'a pas à l'heure actuelle en fait de quoi mesurer en tout temps la concentration d'un médicament dans le sang. Ça serait évidemment magnifique, les pharmacologues seraient hyper contents avec ça, mais la vie réelle n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'en général ils reçoivent une mesure et puis il faut se débrouiller en fait avec cette mesure pour voir est-ce qu'on peut faire mieux ou est-ce qu'on n'arrive pas à faire mieux. Donc
pour la partie médicale, on est dans ce qu'on appelle la pharmacologie clinique. La pharmacologie, c'est les sciences médicales qui étudient les propriétés chimiques des médicaments et leur classification. Plus spécifiquement, on parle ici de TDM. En français, c'est STP. C'est assez rigolo, c'est pas tellement utilisé. Hein. C'est un suivi thérapeutique pharmacologique. Les personnes l'utilisent, tout le monde dira TDM pour Therapeutic Drug Monitoring, qui se spécialise vraiment dans la surveillance des taux sanguins de médicaments. Donc, la surveillance de combien est-ce qu'on a de médicaments dans le sang, avec toujours l'idée d'atteindre cet optimal. Alors, pour un pharmacologue, qu'est-ce qu'on est? Alors, pour un pharmacologue, on n'est pas 100 milliards de neurones. Ce serait pas mal, mais non. On n'est pas 10 000 milliards de cellules, c'est à peu près ce qu'on a dans le corps. Et on n'est pas non plus 100 000 milliards de synapses, qui sont à peu près le nombre de connexions qu'on a dans notre cerveau. Ben non, pour un pharmacologue, en fait, quand il vous regarde, eh ben, on est ça. On est en gros un récipient d'un certain volume dans lequel on va injecter un médicament et duquel ce médicament va s'éliminer selon une certaine vitesse, plus ou moins. Donc voilà, vous êtes juste un récipient quand un pharmacologue vous regarde. Vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en rencontrer 2 dans 2 semaines. Donc voilà, ils auront ça dans vos yeux, en fait, dans leurs yeux. Alors ça, c'est quand il se chauffe, en fait, le pharmacologue. S'il est en forme, il pourra vous voir comme ceci, c'est-à-dire en 2, ce qu'on appellera des compartiments, en fait, avec chacun un volume. On va injecter un médicament dans un de ces compartiments, et puis il y aura un échange de substances entre ces 2 compartiments. Ça sera typiquement l'idée que si on s'injecte typiquement un médicament dans le sang, à un moment donné, le sang il va diffuser dans le reste de l'organisme. Donc peut-être que le médicament va se retrouver dans les muscles, il va se retrouver dans le foie ou je ne sais quoi, puis revenir ensuite dans le sang. Et donc ça permet de modéliser le corps sous forme de 2 compartiments, avec toujours cette élimination. Et puis, les jours de fête, potentiellement, on pourra voir comme ceci, sous forme de 3 compartiments. Alors, il y en a peut-être un, ça sera l'idée que c'est plus ou moins les muscles, un autre qui sera peut-être plus ou moins le foie, par exemple, et puis le compartiment central qui est le sang qui coule dans nos veines, dans lequel on est vraiment intéressé à avoir la concentration pour savoir comment est-ce que le corps va ensuite réagir aux médicaments. Donc voilà, ça c'est l'idée qu'on va modéliser le corps humain, donc on voit sous forme très très simple en fait, mais qui va permettre de faire des prédictions plutôt efficaces. Alors évidemment, les médicaments, on peut les prendre selon différentes voies d'administration. Là, je vous cite les 3 classiques en fait. Typiquement, ça sera ce qu'on appelle un bolus intravasculaire. C'est juste l'idée de se piquer dans une veine et d'injecter directement le médicament dans la veine. À ce moment-là, il est directement dans le sang, directement à disposition. Vous avez la perfusion qu'on trouve plutôt dans les hôpitaux où on vous met on met une aiguille dans la veine et puis on diffuse pendant 30 minutes le médicament au goutte à goutte. Donc ça se fait beaucoup dans le milieu hospitalier, ça ne se fait pas tellement à la maison. Et puis on a ce qu'on appellera l'extravasculaire, donc qui ne va pas rentrer directement dans une veine ou une artère. Ça sera typiquement quelque chose qu'on observera si on fait une piqûre dans un muscle. Si on pique dans un muscle, il faut un certain temps pour que depuis le muscle, ça diffuse dans le sang. Ça sera le cas pour votre vaccin Covid, par exemple. Ça sera pareil. L'extravasculaire, on le retrouve selon différentes formes, par voie orale, par exemple, voie anale, c'est aussi des choses qui seraient de l'extravasculaire, où il faut un certain temps pour que le médicament diffuse dans le sang. On va se retrouver évidemment avec des profils de prédiction un petit peu différents. Et donc ces profils, ça fait partie d'une branche qui s'appelle la pharmacocinétique. La pharmacocinétique, c'est un sous-ensemble de cette pharmacologie, qui est évidemment très large. La pharmacocinétique étudie le devenir d'une substance active contenue dans un médicament dans l'organisme. Donc c'est comment est-ce qu'il va être absorbé typiquement dans le sang et comment du sang il va être éliminé. Donc c'est vraiment ce qui nous intéresse ici. Un terme aussi que je voulais introduire ici, qu'on retrouve très souvent, c'est la clairance. La clairance qui correspond en fait à la vitesse à laquelle on élimine un médicament. Et donc ça, c'est un terme que les pharmacologues utilisent beaucoup, qui est en gros le terme le plus important pour savoir à quelle vitesse on élimine et donc est-ce qu'on a un souci dans notre système. Alors, pour prédire une concentration de médicaments, on peut imaginer différentes choses. Déjà, il faut avoir des informations pour savoir comment faire une prédiction à un instant donné. Ce qu'on a à disposition, c'est typiquement des études sur les populations.
Donc, c'est des pharmacologues qui font une étude, ils prennent 1000 patients, ils leur donnent tel médicament et puis ils vont mesurer à certains moments dans le temps quelle est la concentration exacte qu'il y a dans le sang. Et donc, à partir de ces courbes, de ces points, évidemment, on sera tous un peu différents en fonction de notre poids, taille, etc. Mais à partir de ces points, on peut essayer d'en extraire quelque chose qui nous permettrait de prédire une concentration à partir des informations qu'on a sur le patient. Une manière de faire, c'est du model free, c'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle sous-jacent. On peut utiliser de l'apprentissage supervisé, donc de l'intelligence artificielle, comme on dit à l'heure actuelle, du supervisé ou du non supervisé, mais voilà, c'est des méthodes que les praticiens n'aiment pas trop, en général, parce que ça ne leur permet pas d'expliquer pourquoi est-ce que c'est comme ça, ce qui n'est pas top. Et puis en plus, on se retrouve avec des prédictions qui peuvent des fois donner des choses un peu bizarres. On peut se retrouver avec des prédictions qui nous disent qu'on a une concentration en dessous de zéro, une concentration négative, ce qui n'a pas forcément de sens. Donc voilà, ce n'est pas forcément apprécié, en tout cas pas par les pharmacologues que nous on connaît. Et donc l'autre option, c'est de baser sur un modèle. Et donc le modèle, ça sera typiquement cette idée des compartiments qu'on va avoir, que je vous ai montré précédemment, parce que ça permet de mieux expliquer ce qui se passe dans le corps du patient. Donc ces modèles, ils vont permettre de modéliser l'évolution de la concentration en fonction de différentes choses. Donc typiquement de la type de prise, est-ce qu'on est sur un bolus intravasculaire, est-ce qu'on est sur une dose orale, combien est-ce qu'on a de compartiments qu'on aura considérés en fait pour décrire le corps, et puis le type d'élimination, comment est-ce qu'on élimine ces médicaments. Et là, il peut y avoir pas mal de différences en fonction des médicaments. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour 2-3 éléments encore de nomenclature, pour des noms de variables, vous allez retrouver un petit peu plus tard. Donc on a cette clairance, la vitesse d'élimination. Donc on l'écrira CL. V pour le volume d'un compartiment. Donc ça sera typiquement un volume du sang. On utilisera D pour la dose de médicament, combien est-ce qu'on a pris de médicaments. On aura la concentration, ça sera C, C majuscule, assez standard, un C résidual qui sera la concentration de médicaments avant la prochaine prise. Ça sera un élément important parce qu'à chaque fois qu'on reprend une dose de médicament, typiquement toutes les 24 heures, et bien on a encore du médicament dans le sang et donc la nouvelle dose qu'on prend va s'additionner à ce qu'on avait précédemment. On aura un temps de perfusion, T-inf, parce qu'en anglais c'est infusion. Et puis, un paramètre qu'on ne va pas trop retrouver, la biodisponibilité, qui est le pourcentage du médicament qui va effectivement aller dans le sang. Parce que voilà, si on pique dans le muscle, à un moment donné, il y a une bonne partie du médicament qui va aller dans le sang, mais il y a peut-être une partie qui va se perdre ailleurs. Alors, pour faire ces prédictions, donc on peut décrire ça sous forme de modèle. Là, je vous montre à quoi ressemble le modèle à élimination dite linéaire, qui est un grand classique en fait parmi les classiques, à un compartiment en bolus. Donc, c'est-à-dire qu'on pique dans la veine. On pique dans la veine, ce qui fait qu'au temps 0, au temps T0, on aura ce qu'on avait déjà dans le sang, auquel on va additionner la dose prise divisée par le volume dans lequel on va diluer cette dose. D'accord ? Donc c'est ce qu'on a au départ quand on pique dans la veine. Et puis ensuite, on peut décrire via une équation différentielle ce qui se passe. Et en fait, simplement, la dérivée de la concentration par rapport au temps, ça sera simplement le fait que l'on va supprimer une proportion de la concentration. Donc là, ça peut être une constante, donc ça sera moins, la dérivée c'est en moins une constante fois la concentration, ce qui correspond en fait à la clairance divisée par le volume. Plus la clairance est grande, plus on va éliminer vite, plus elle est petite, moins on va éliminer vite. Et puis après, notre volume entre en compte aussi, c'est-à-dire qu'un petit volume va éliminer plus vite et un gros volume va éliminer moins vite. D'où le fait aussi que le poids risque d'avoir une influence là-dessus. Donc voilà, avec ça, je peux décrire en fait mon système. Et puis, il se trouve que pour cette équation-ci, je peux trouver une équation analytique. Et donc, je peux exprimer quelle est la concentration au temps t en fonction du temps, t0, et des différentes constantes que j'ai. Donc ceci, ça va me donner une courbe comme ça. C'est simplement une exponentielle négative, en fait, d'accord, tout simplement, qui dépend de ces différents paramètres, en l'occurrence, notre clairance et notre volume, qui sont des paramètres pharmacocinétiques. Et donc, je peux très bien calculer ça facilement. Donc ça, c'est la version pour une prise. Maintenant, si on prend plusieurs prises à la suite, on va voir qu'on monte petit à petit jusqu'à atteindre ce qu'on appellera un état d'équilibre, steady state en anglais. Et cet état d'équilibre va faire qu'après un certain nombre de doses, en général, il n'y en a pas besoin de beaucoup, on arrive à cet état qui fait que, il suffit typiquement, toutes les 24 heures, je me retrouve à la même
concentration de médicaments. Donc ça, c'est pour du bolus. Maintenant, on peut avoir une perfusion. Donc une perfusion, qu'est-ce qui va se passer? Pendant le temps de la perfusion ici, je vais ajouter une certaine partie de ma dose. D'accord? Donc toute la dose va être répartie sur un certain temps, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Pendant ce temps-là, quand même, j'ai l'élimination qui se fait. D'accord? Donc ça, on va une élimination qui est proportionnelle à la concentration. Et puis une fois que j'ai fini d'infuser, perfuser, à ce moment-là, j'ai simplement le médicament qui s'élimine, comme on l'a vu précédemment. Condition initiale, on a simplement la quantité de médicaments précédente. Et donc là aussi, je peux trouver une équation analytique déjà un petit peu plus costaude par rapport à la précédente, mais néanmoins assez facilement calculable. Donc ça va me donner quelque chose comme ceci. D'accord? Donc pendant la perfusion, on augmente, ensuite on diminue de manière exponentielle. D'accord? On va se retrouver avec le fait que si on donne plusieurs doses à la suite, on va aussi arriver jusqu'à un certain état d'équilibre qui fait qu'après relativement peu de doses, on se retrouve à quelque chose de relativement fixe. Troisième classique, en fait, donc c'est l'idée de l'extravasculaire. L'extravasculaire, c'est comme l'idée de piquer dans un muscle. En fait, ce qui va se passer, c'est comme si on ajoutait un compartiment supplémentaire, c'est un faux compartiment d'une certaine manière, qui serait le muscle dans lequel on va mettre tout le médicament. Donc ça va le faire en disant ma condition initiale pour cette concentration C2, c'est FD sur V, donc c'est la dose divisée par le volume, multiplié par ma biodisponibilité, c'est-à-dire quel est le pourcentage du médicament que je vais effectivement voir dans le sang plus tard. Et puis mes équations différentielles sont celles-ci. De ce compartiment-là, on va simplement éliminer une partie, nouveau selon une élimination linéaire ici. D'accord? Ce qui est enlevé du compartiment 2, on le retrouve dans le compartiment 1, d'accord, de par ces équations. Et puis du compartiment 1, on a aussi cette élimination linéaire comme on l'avait pour les deux prises précédentes. Donc là aussi, on peut sortir une équation analytique, d'accord, qui est celle-ci, d'accord, un petit peu plus costaude avec 2 exponentielles négatives en fait, mais ça reste possible. Donc là, on a une assez jolie courbe. On retrouve la vague en fait sur laquelle surfe notre dauphin. C'est une double exponentielle en fait qui donne ceci, avec potentiellement une dose, potentiellement plusieurs doses qui suivent, avec toujours cette idée qu'on va atteindre un certain état d'équilibre après un certain temps. Alors voilà, ça c'était les 3 modèles classiques à un compartiment. Alors évidemment, on peut aller plus loin, donc on peut avoir des modèles à 3 compartiments. Là, c'est de l'extravasculaire à 3 compartiments, avec ces équations différentielles, qu'on peut évidemment très bien écrire sous format informatique aussi. Le petit souci, en fait, avec typiquement ce modèle-là à 4 compartiments, c'est qu'on n'a plus d'équations analytiques disponibles. Ça n'existe pas, on ne trouve pas, même Mathematica ne nous trouve pas ça. Donc on est obligé en fait d'utiliser les équations différentielles pour faire nos prédictions. Ce qui aura évidemment un peu une influence sur les performances du système. Et puis, il y a d'autres, donc ça c'est les mêmes avec d'autres types de constantes. Il y a d'autres éliminations qui existent, Michaelis-Menten typiquement, qui est aussi un classique en pharmacologie, qui correspond entre autres à l'alcool en fait. L'alcool, c'est pas forcément un médicament, ou ça peut l'être, mais c'est une substance qui, par voie orale, va passer dans le sang, mais qui s'élimine différemment de la majorité des médicaments. Et donc là, l'élimination se fait comme ceci, avec le fait que la dérivée de la concentration, c'est moins 1 Vm fois C divisé par Km plus C, qui fait que là, ce n'est pas linéaire et que malgré le fait que c'est relativement simple, il n'existe pas ici d'équation analytique pour pouvoir exprimer la concentration au temps T. D'accord? Donc c'est un petit peu embêtant, mais voilà, ça permet en fait d'utiliser Tuckxi pour prédire votre concentration d'alcool dans le sang. On avait fait ça pour les portes ouvertes il y a quelques années. Jusque-là, tout va bien? Je prends ce silence comme tout est en ordre. Ça marche. Alors, maintenant, on va devoir faire des prédictions. La première chose, c'est pouvoir calculer ces courbes. Alors, là, le souci, c'est de faire les choses de manière très optimale. Donc, ces différentes équations que vous avez vues précédemment, elles sont codées en dur. Elles sont codées en dur, soit avec la version équation différentielle, soit la version analytique. Donc, évidemment, si on peut, on fait de l'analytique, parce que ça sera plus rapide. Si on ne peut pas, on va devoir utiliser typiquement Runge-Kutta 4,
qui est une manière de faire des calculs à partir d'équations différentielles. Donc ça, c'est un grand classique, un Runge-Kutta d'ordre 4. Ça nous permet, en fait, à partir de peu d'informations, c'est-à-dire une équation différentielle qui définit donc la dérivée de notre courbe au temps t, et d'un point initial, de calculer en fait le point suivant. On va avancer de delta en delta, delta h, qui vont faire avancer et calculer le point suivant à partir du point précédent. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de Runge-Kutta 4, mais l'idée c'est de se dire, à un temps t, donc là c'est un n, on a obtenu telle valeur. À partir de cette valeur, on va calculer la dérivée. Cette dérivée-là, on va l'utiliser en fait pour prendre un point intermédiaire juste entre mon point et mon point plus h, en l'occurrence. Et puis ce point-là, on va recalculer en fait une dérivée, qui nous en donnera une autre. Avec celui-ci, on va calculer une troisième dérivée. Et puis avec celui-là qui va nous amener jusqu'ici, on va calculer une quatrième dérivée. Et chacune de ces dérivées, en fait, va nous donner une valeur, qui a 1, 2 et 3, 4. Et puis, on va les combiner, les pondérer, en fait, ces quatre valeurs, pour obtenir la valeur, le y au temps suivant. Donc, ça reste une approximation, mais une approximation qui est relativement bonne, voire très bonne, si évidemment la courbe ne fait pas des zigzags dans tous les sens. Donc, pour une courbe relativement continue, ça se passera bien. Évidemment, plus notre h, plus notre distance entre ces points xn et xn plus 1 est faible, plus on sera précis. Donc ça, on peut le faire, on le fait très bien. On a implémenté ça évidemment en dur, mais ça reste quand même relativement long en termes de calcul parce qu'il faut avancer dans le temps. Si on veut la valeur au temps 10, il faut commencer au temps 0 et puis calculer tous ces petits points pour arriver jusqu'au temps 10, ce qui est moins top évidemment que la version analytique. Et donc voilà, si on peut, on a des modèles analytiques très très efficaces, et si on ne peut pas, on se retrouve avec ces équations différentielles implémentées de la manière la plus optimale possible. Ça, c'est pour les quelques informaticiens qu'il y a dans la salle. Il y a de quoi s'amuser avec des templates C++ pour faire des choses bien efficaces. Maintenant, donc ces courbes, là, je vous ai montré les modèles à un compartiment, à 3 et puis Michaelis-Menten. On en a d'autres, évidemment, et puis ils vont tous dépendre, en fait, de certains paramètres. Donc, typiquement, on aura la clairance, le volume, on a le résiduel de la concentration précédente, le temps, etc. Ce sera différent pour chacun de ces paramètres. Et donc ça, on va le faire via ce qu'on appellera des fiches médicaments. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est l'idée qu'en dur, on a implémenté ce qui était vraiment très très important en termes d'efficacité de calcul, mais c'est intéressant de pouvoir utiliser tout ça pour beaucoup de médicaments différents. Et donc, on a toute une généricité qui est offerte via des fichiers qui vont permettre de décrire un modèle particulier. Et donc, on se retrouve en fait avec des prédictions comme ceci. Ici, je vous montre des screenshots de Tuckxy. En bolus, on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. En perfusion, des courbes comme cela. Et puis en extravasculaire, les belles courbes avec le fait que le médicament diffuse petit à petit dans le sang, puis finalement commence à s'éliminer un peu plus vite de ce qu'on a dans le sang. On peut avoir d'autres choses. Il y a des absorptions dites de Erlang, un peu particulières pour certains médicaments qui donnent des courbes comme ça. Il y a pour la rifampicine, qui est un antituberculeux, on se retrouve avec un système assez particulier d'enzymes qui agit sur l'absorption et l'élimination, qui est un peu spécial. Voilà, donc ça, c'est toutes des choses qui ont été implémentées en dur dans le soft. Donc voilà, maintenant, on est capable de prédire une concentration, ce qui est déjà pas mal. Une chose maintenant qui nous intéressait, et ce qui intéresse évidemment particulièrement le pharmacologue, c'est est-ce que la concentration que j'ai observée chez mon patient, elle est normale? Donc j'ai fait une mesure, le labo d'analyse m'a retourné une valeur, est-ce que cette valeur, elle est normale ou est-ce qu'elle est complètement à l'ouest? Et donc c'est intéressant de se comparer avec le reste de la population pour voir est-ce qu'on a un patient qui est très très particulier ou pas. Alors pour ça, on va utiliser le concept de percentile. Alors les percentiles, certains connaissent ça, certains pas. Je vais vous présenter ça un peu rapidement ici. Ça permet en fait de représenter le pourcentage d'individus qui se trouvent en dessous d'une certaine valeur pour un paramètre donné. On verra ça avec des graphes, ça sera plus simple. Et puis ça permet de se situer dans une population. Est-ce que je suis dans les 50% les plus petits de la population ou dans les 50% les plus grands de la population? Donc ça, c'est quelque chose que typiquement, s'il y a des parents parmi vous, c'est quelque chose qu'ils connaissent parce que quand on a un enfant, on se retrouve avec un pédiatre qui va vouloir le placer sur des courbes de percentile pour
voir où il se situe par rapport au reste de la population. Ici, vous avez l'exemple, en fait, c'est des courbes correspondant à la circonférence de la tête de l'enfant. Et donc, on a sur l'axe des X ici l'âge de l'enfant, et puis sur l'axe des Y, la circonférence de la tête. Et donc, on pourra dire, OK, à 3 mois, sa tête est à peut-être 40 cm de circonférence. Donc, avec ça, on va pouvoir suivre évidemment l'évolution de l'enfant, mais on peut aussi le comparer au reste de la population. Et on retrouve ça ici, en fait, avec ici ce qu'on appelle justement ces percentiles. Au milieu, le 50, qui nous dit que 50% de la population se retrouve en dessous, 50% au-dessus. Ici, le trait du bas, c'est le percentile 3. Ça veut dire qu'il n'y a que 3% des enfants qui ont une tête plus petite que ça et 97% qui ont une tête plus grande. Et donc, ça vous permet de dire, voilà, si mon enfant, à 12 mois, il a par exemple 49 cm de tour de tête, et ben, il est à peu près au percentile 90. Donc, en fait, il n'y a que 10% des enfants qui ont une tête plus grande que lui et 90% qui ont une tête plus petite que lui. Alors pour les pédiatres, ce qui leur importe, c'est plutôt qu'on reste sur le même percentile. Ils s'inquiètent si d'un coup, vous avez un enfant qui baisse complètement ou qui monte complètement dans ses percentiles. Donc voilà, ça permet de se comparer au reste de la population. C'est ça qui est intéressant. C'est très lié aussi à ce qui serait une fonction de distribution de probabilité. Si on prend une personne au hasard, les percentiles vont nous dire où est-ce qu'on a des chances de se retrouver. Ici, je vous présente une courbe de Gauss tout à fait traditionnelle. D'accord ? Et on a le fait que, voilà, on sait qu'on a 34% des gens qui vont se retrouver des échantillons qui vont se retrouver entre la moyenne et la moyenne moins un écart type. On a du coup à peu près 70% des gens qui vont se retrouver là-dedans. Et donc là, on peut se retrouver avec cette idée de percentile en disant, là j'ai le percentile plus ou moins 2 en fait. On a 2% des échantillons qui seront en dessous de cette valeur-ci et 98% qui seront au-delà de cette valeur. On a 50% des échantillons qui seront là en dessous, 50% qui seront là au-dessus. On a à peu près 15% qui seront en dessous de cette valeur et 85% qui seront de l'autre côté. Alors, je vais juste vous montrer vos percentiles, en fait. Je vous avais demandé de remplir une petite feuille Excel avec votre poids, votre taille et votre âge. Alors là, c'est les percentiles, en fait. Je vais vous montrer les vôtres, en fait. Juste les vôtres de cette classe-ci, de ceux qui ont répondu, ça donne ceci. On voit que pour les tailles, on a une sorte de gaussienne. On s'y attend un petit peu. On a à peu près ça pour les poids. D'accord ? Pour les âges, on a quelque chose qui n'est pas très représentatif, qui est assez logique. Il n'y a pas tellement de raison qu'il y ait une gaussienne sur vos âges. D'accord ? Et puis ici, je vous ai représenté les fonctions, une manière de représenter les fonctions de distribution ici, avec l'idée que, typiquement, on va prendre les tailles ici, si j'agrandis un peu ça, on voit ici les tailles en dessous et les percentiles en haut. Donc, on a 100% des étudiants qui ont répondu qui sont plus petits que 192 cm, quelque chose comme ça. Et puis, on a 50% d'entre vous qui sont en dessous de 177 cm. Et donc maintenant, si vous connaissez votre taille, si vous savez que vous faites 1,85 m, vous savez que par rapport à cet échantillon-là, vous vous retrouvez à peu près 87, au percentile 87 en fait. Donc il n'y a que 13% des étudiants qui seront plus grands que vous et 87% des étudiants qui seront plus petits. D'accord ? Et donc évidemment, là j'ai 15 échantillons en fait, c'est pas énorme, mais j'ai utilisé là plusieurs volets de DDM. Et donc sur plusieurs volets de DDM, on a une courbe qui s'approche de plus en plus, et une jolie courbe en fait comme ceci, qui représente donc cette distribution de probabilité sur, alors en l'occurrence c'est une 77 étudiants je pense de DDM. D'accord ? Donc ça permet de nous situer par rapport au reste de la population. Et donc, on va les représenter comme ceci, en fait, sur nos graphes, avec l'idée, typiquement, de représenter ici dans les percentiles 10 et 90. Donc, on s'attend à ce que 10% de la population soit en dessous de cette courbe, 25% soit en dessous de celle-là, on a 50% en dessous de cette courbe légère-là, 75% en dessous de celle-là et 90% en dessous de celle-ci. Et donc, après, en représentant la mesure qui a été faite, là, on voit qu'on a un patient qui, clairement, a très peu de concentration dans le sang par rapport à ce qu'on s'attend, sachant ce qu'on sait sur lui.
D'accord? Et donc, on va pouvoir se poser la question, soit effectivement, mon patient a un souci, et puis il élimine très très vite le médicament, soit peut-être qu'il y a une erreur dans la mesure, puis il faut peut-être refaire une prise de sang pour savoir ce qui se passe. Alors, pour calculer ces percentiles, c'est pas tout simple. C'est pas horrible non plus, mais c'est pas tout simple. On va le faire à partir de la variabilité dans la population. D'accord? On va distinguer différents types de variabilité. Il y a le fait qu'évidemment, on n'a pas tous la même taille, le même poids, etc. Et donc, on n'aura pas tous la même clairance, le même volume. Et donc, ce que font les études de pharmacologie clinique, ils essayent de trouver typiquement la clairance moyenne, le volume moyen et la variabilité de ces paramètres, d'accord, au sein même de la population. Cette variabilité va nous permettre de calculer des percentiles derrière. On aura aussi une variabilité intra-individuelle qui est en fait composée de différentes erreurs, c'est-à-dire qu'il y a une erreur sur la mesure. Les appareils de mesure ne sont pas idéaux, donc il y a une certaine marge d'erreur. Il y a le moment de la journée, est-ce que vous venez de manger une raclette ou pas? Et évidemment, ça aura une influence sur votre métabolisme et du coup sur l'absorption ou l'élimination du médicament. Et donc, même nous-mêmes, si on fait la même mesure à des moments différents toutes les 24 heures, enfin, toutes les 24 heures, on fait une mesure, on n'aura pas quelque chose de complètement stable. Donc ça, ce serait une erreur résiduelle. Et à partir de toute cette variabilité, eh bien, on va pouvoir générer ces percentiles. On ne va pas rentrer dans le détail de comment on fait ça, mais en gros, on le fait avec des simulations de Monte-Carlo, où en fait, on génère 10 000 patients aléatoires. Pour ces patients, on va générer des paramètres pharmacocinétiques, clairance, volume, etc., selon les lois de ces paramètres. Ça peut être des lois normales, log normal, proportionnel ou autres. À partir des variables de chacun des patients, on calcule ces points. On ajoute ensuite une erreur intra-individuelle, d'accord? Donc là aussi, en fonction de la distribution de cette erreur intra-individuelle qui peut être additive, proportionnelle ou mixte, on va modifier en fait la courbe finale. On obtient n courbes différentes et puis ensuite on les trie. Et puis en les triant, on se retrouve à créer en fait des percentiles. D'accord? Si on a 10 000 patients, si on prend le millième patient, ça sera le percentile 1. Si on prend le 10 millième, le millième patient, ça sera le percentile 10. D'accord? Le centième patient, ça sera le percentile 1. Et donc, évidemment, ça prend du temps. Il faut générer 10 000 courbes et puis ensuite trier toutes ces courbes. Donc là, évidemment, les solutions analytiques seront plus efficaces que du Runge-Kutta. Et puis, en termes de logiciel, on a massivement multithreadé ça pour les informaticiens de la salle pour avoir quelque chose le plus rapide possible en termes de calcul. Maintenant, une autre question, après les percentiles de la normalité d'une mesure, on aimerait en fait se dire comment est-ce qu'on va prédire au plus juste cette concentration de médicaments dans le sang? Alors là, on a 3 moyens de faire ces calculs. On peut le faire avec ce qu'on appelle le patient typique, qui seront typiquement les valeurs moyennes calculées depuis des études de pharmacologie. Maintenant, si on a des informations sur le patient, ces informations, on appellera ça les covariables, on pourra peut-être être plus précis. Si on sait que c'est un homme de tel âge, de tel poids, alors ça aura une influence sur ces paramètres et donc on sera un peu plus précis. Ça, c'est ce qu'on appellera les courbes a priori. Et puis ensuite, on a les courbes a posteriori, où là, c'est en plus en prenant en compte une mesure qui aura été faite sur le patient. Et puis évidemment, de 1 à 3, ici, on va se rapprocher de plus en plus de la vérité, de la vraie concentration du patient. Donc là, on va regarder en fait dans l'ordre de ces 1, 2, 3, comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur ces calculs. Donc premièrement, le patient typique, de manière assez standard, c'est le patient sur lequel on ne sait rien. Donc en général, pour le pharmacologue moyen, le patient typique est un homme de 54 ans et 70 kg. Alors moi, quand j'écris des fiches médicaments, je préfère que le patient typique ne soit ni un homme ni une femme, mais un mi-femme, mi-homme. Parce que la covariable sec, je peux la représenter sous forme d'une valeur quelconque entre 0 et 1. Et donc, je trouve un peu plus juste de dire si on ne sait pas, on ne devrait pas considérer que c'est un homme. Mais voilà, ça c'est une question de religion à traiter avec les pharmacologues. Évidemment, le patient typique, ça ne sera pas toujours le même, parce qu'on a des études qui ont été faites, par exemple, pour des nouveau-nés ou des prématurés. Alors évidemment, le patient typique prématuré n'a pas tout à fait 54 ans et 70 kg. Donc, il faut faire attention de savoir dans quelle population on se retrouve pour définir exactement quel est notre patient typique. Donc voilà, avec ça, on peut faire une prédiction, sauf que c'est une prédiction en ne sachant rien de spécial sur la personne, si ce n'est qu'elle a pris du médicament.
Donc, en général, on aura des informations supplémentaires, l'âge, le poids, le sexe, etc., qui vont permettre de raffiner la prédiction. Ça va clairement dépendre du modèle de médicament et de l'étude pharmacologique qui a été faite. Parce que quand ils font une étude justement sur 1000 patients, voir comment est-ce que la concentration de médicaments évolue dans le sang, eh bien, ceci va se faire en essayant de trouver les covariables pertinentes. Est-ce que l'âge a une influence ou pas? Est-ce que le poids a une influence ou pas? Et donc, ils vont tester beaucoup d'hypothèses pour finalement garder celles qui représentent au mieux les prédictions qu'on peut faire. Et donc, on aura seulement un sous-ensemble des covariables qui ont été choisis. Et donc, pour chaque médicament, ça peut être un peu différent. Certains auront l'âge, d'autres pas. Certains le sexe, d'autres pas. Donc là, je vous montre un petit exemple pour l'imatinib, qui est un anticancéreux. C'est un modèle qui a été développé par le CHUV. Donc le CHUV, c'est les pharmacologues avec qui on a développé ce logiciel. Et donc là, on a le fait que la clairance est influencée par ces quatre covariables, l'âge, le poids, le sexe, et la présence d'une tumeur stromale gastro-intestinale. C'est un truc qu'on n'a pas tellement en général, mais qu'on a assez souvent quand on suit ce type de traitement. D'accord? Et donc, ça a une influence. Et puis, le volume de distribution, lui, est influencé uniquement par une covariable qui est le sexe de la personne. Donc, on va pouvoir, en fait, on aura des opérations, en fait, qui vont être faites pour calculer une nouvelle variable, enfin, un nouveau paramètre pharmacocinétique. Ici, je vous montre l'exemple pour le volume a priori. Le volume a priori, ça sera le volume moyen auquel qu'on aura modifié en fait en fonction du sexe de la personne. Donc pour une femme, ça vaudra 0 le sexe. Pour l'homme, ça vaudra 1. C'est une convention qu'on a établie pour tout le logiciel. D'accord? Et donc, à partir de la moyenne, qui est celle qu'on peut utiliser si on ne connaît rien, alors si on sait que c'est un homme, on va ajouter 46,2 à cette valeur, et pour une femme, ça va soustraire 46,2. Donc ça représente en fait ici l'information que globalement, si on ne sait rien de plus sur la personne, un homme a un volume plus important que la femme, en moyenne. D'accord? C'est quelque chose qu'on observe dans la population. On a aussi une fonction un peu plus compliquée ici pour la clairance. Donc là, je vous montre réellement ce qu'on a dans cette fiche médicament. La clairance est influencée par les 4 paramètres, avec une influence différente pour chacun d'eux, et qui fait que on va se retrouver avec la clairance moyenne, auquel on ajoute l'influence du poids, l'influence du sexe, l'influence de l'âge, et puis l'influence de la présence ou non de cette fameuse tumeur stromale gastro-intestinale. Et donc tout ça va être décrit dans ces fiches médicaments, puisque ça c'est très très spécifique à l'imatinib et ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on aurait pour un autre médicament. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup avec ça, on va évidemment calculer une clairance. Alors là, je vous montre sur un graphe, donc c'est vraiment avec les équations que je vous ai montrées précédemment pour cette clairance. La clairance ici en litres par heure sur l'axe des Y, le poids ici, là je bouge pour voir en fonction du poids qu'est-ce qui se passe. La clairance moyenne, elle était, on l'a dit, à, je n'ai pas l'info ici, elle est à 14,4. Donc ça c'est la clairance qu'on aurait pour le patient typique, si on ne sait rien. Maintenant, ici je vous présente en bleu la clairance d'un mâle de 50 ans avec un volume calculé de 357, sans tumeur gastro-intestinale, et puis donc en fonction de son poids. On voit que plus la personne a du poids, plus la clairance sera grande ici. Je vous présente une autre courbe ici où tout ce que j'ai changé, c'est la présence d'une tumeur. Donc là, ça serait pour un mâle de 50 ans avec une tumeur gastro-intestinale. On voit que cette tumeur, en fait, elle diminue un peu cette clairance. Elle fait qu'on va éliminer un petit peu moins vite. Maintenant, une autre courbe, pour cette fois-ci une femme de 50 ans sans tumeur, d'accord, on voit qu'on est plus bas, donc ça représente le fait que voilà, une femme va éliminer moins vite qu'un homme ici pour ce modèle particulier. Et puis, si cette femme a en plus une tumeur, elle va éliminer encore un peu moins vite le médicament. Donc ça, c'est l'influence du poids sur la clairance. Maintenant, on peut s'intéresser à l'influence de l'âge sur cette même clairance. Donc là, je reprends aussi ma clairance moyenne, 14,4. Maintenant, je reprends mon homme de 70 kg qui n'a pas de tumeur, et avec cette fois-ci il y a une petite erreur ici, le poids il est fixe en fait, donc j'ai mis un poids à 70, non, le poids est à 70, pardon, et l'âge est compris entre 15 et 120.
Et donc, on voit que plus on vieillit, moins vite on va éliminer le médicament. On se retrouve avec la même chose, le fait que si on a une tumeur, on va éliminer un peu moins vite. Une femme va éliminer encore un peu moins vite. Et si elle a une tumeur gastro-intestinale, elle va éliminer encore moins vite. D'accord? Donc ça donne une représentation en fait, de l'influence de l'âge sur notre modèle. Donc évidemment, tout ça se combine. Hein. L'âge influence, le poids influence, le sexe, etc. Donc maintenant, petite question par rapport à ces modifications. Hein. Là, je vous ai montré ces courbes. D'accord? Pareil pour ici. D'accord? Des jolies courbes de clairance. Maintenant, là, on est sur un modèle à un compartiment extravasculaire. Donc là, on a nos équations différentielles comme ceci, avec des conditions initiales. Maintenant, une petite question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les limitations de ces modifications de paramètres? Quand j'ai montré des belles courbes, est-ce qu'on peut tout se permettre ou est-ce qu'on ne peut pas tout se permettre? Est-ce que quelqu'un aura une idée sur le sujet? On va dire que tout le monde réfléchit. Un des petits soucis qu'on a, c'est que typiquement là, on a l'élimination. D'accord? Donc on élimine avec une vitesse proportionnelle à cette clairance. Si maintenant, typiquement, ma clairance devient négative, qu'est-ce qui se passe? Si ma clairance devient négative, ça veut dire que là, on a un terme positif et qu'en gros, on a une concentration dans le sang qui va augmenter et puis qui ne va pas arrêter d'augmenter. C'est comme si on créait du médicament. Et ça ne marche pas tout à fait comme ça. Donc, clairement, on n'a pas le droit d'avoir une clairance négative. D'accord? Donc, si je reviens, là, on a une clairance positive, ça ne va pas trop mal. Par contre, si on voit ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si la personne est trop légère, d'accord, le modèle qui a été créé par les pharmacologues, il est plus valable. Évidemment, je n'ai pas le droit d'avoir cette concentration, cette clairance négative. Excusez-moi. Oui. Et comment c'est possible que la clairance soit négative? C'est juste le modèle qui est faux ou c'est physiquement le cas? Exact. Non, alors physiquement, ça ne sera pas le cas parce qu'on ne va pas créer du médicament. Oui, Donc là, on est effectivement aux limites du modèle. C'est-à-dire que si on a une personne qui est trop légère, on aura cette clairance négative de par le modèle qui a été créé les pharmacologues, et donc ça n'est pas valable. Et donc, ça veut dire que le modèle qu'on a ici pour l'imatinib n'est pas valable pour n'importe quel poids, n'importe quel âge. Ce qui a du sens parce que ça a été fait, en fait, ces paramètres et ces modifications de paramètres par écovariables ont été faites sur un certain sous-ensemble de la population. Donc, c'est peut-être des adultes entre 20 ou entre 35 et 50 ans, par exemple. Et donc, il faut qu'on fasse attention à où est-ce qu'on les utilise. Alors, on ne peut pas les utiliser sur n'importe quelle autre population. En l'occurrence, ici, là, on a un modèle sur l'adulte, en fait. Et donc, avoir un adulte qui fait moins de 25 kg, à mon avis, c'est une personne qui est déjà décédée. D'accord? Et donc, ils ont évidemment, dans leur étude, ils n'ont pas eu d'adultes qui faisaient moins de 25 kg. A priori, c'était plutôt des gens qui s'arrêtaient à 45 kg et pas tellement en dessous. D'accord? Donc là, c'est important par rapport aux limitations du modèle. J'ai le droit de l'utiliser pour autant que ma personne fasse au moins 40 kg, par exemple. Et je n'ai pas le droit de le faire si elle le fait moins. De la même manière, si je fais un modèle pour adultes puis que je l'applique à des nouveau-nés, ça risque de complètement partir dans les choux. Parce qu'évidemment, le nouveau-né aura un poids qui fera 2,5 kg, et donc ça ne va pas aller. Inversement, si j'ai développé un modèle que pour les nouveau-nés, je ne vais pas pouvoir l'appliquer à l'adulte. D'accord? Donc voilà, ça c'est des choses intéressantes. Et intéressantes sur, voilà, je modélise quelque chose, mais quelles sont les limitations de ce modèle? D'accord? Donc ça, c'est vraiment important de savoir à quel patient est-ce que tel modèle peut être appliqué. Donc typiquement, adulte nouveau-né, il y a des grosses différences morphologiques, physiologiques qui ont une grosse influence, mais il y a aussi pas mal d'études qui se font, par exemple, sur les patients aux soins intensifs. Et on ne va pas forcément prendre un modèle de patient aux soins intensifs pour un patient normal, parce que ça ne sera pas applicable, parce que c'est deux populations très très différentes. Donc, vous aurez l'occasion de voir ça avec le travail que vous allez pouvoir faire. Donc voilà, typiquement, nous on utilise ce terme de domaine, justement, domaine d'applicabilité d'un modèle, pour pouvoir exprimer le fait que il faut que mes patients soient de tel âge à tel âge, ou qu'ils aient de tel poids à tel poids, et sinon je n'ai pas le droit de l'utiliser. En l'occurrence, le logiciel il va autoriser l'utilisation, mais il va mettre un gros warning dessus en disant faites attention parce que vous êtes en train d'utiliser un modèle avec un patient qui a priori ne devrait pas être compatible.
D'accord, donc là, c'est aussi pour limiter les risques. Hein. Vous êtes là dans ce cours dans une dynamique de gestion du risque aussi. Là, c'est clairement quelque chose pour limiter le risque d'utiliser un mauvais modèle pour le mauvais patient. Pour ces covariables, dans le logiciel, on peut modifier ces covariables un peu tout le temps. Hein. On peut mesurer le poids tout le temps si on a envie. Il y en a certains qui sont un peu embêtants, typiquement l'âge. Ça, on le gère en fait en interne parce que l'âge, ça change, mais pas très souvent, une fois par année, donc c'est pas trop dramatique. Mais il y a quand même, pour des prématurés ou des nouveau-nés, typiquement la gentamicine, c'est un antibiotique, où là, ils ont des modèles pour les nouveau-nés où chaque jour, la clairance va changer parce que le bébé grossit à vue d'œil, en fait, d'une certaine manière. Et donc là, le logiciel se charge de gérer ça tout seul, sinon c'est un petit peu compliqué. Maintenant, on avait notre courbe du coup a priori, ce qui est pas trop mal, mais en général, on a droit à avoir une mesure de concentration. Cette mesure de concentration va nous donner des informations supplémentaires sur comment faire cette prédiction. Alors, l'idée, c'est d'utiliser un estimateur, typiquement du maximum de vraisemblance des paramètres par rapport à une certaine observation, en disant, j'aimerais ici c'est l'idée du maximum de la vraisemblance, la likelihood en anglais, quelle est la vraisemblance de mes paramètres individuels du patient connaissant ce qu'on a observé en fait comme concentration. Ça, c'est directement proportionnel en fait à la probabilité des concentrations observées par rapport aux paramètres. Et donc, on va essayer de maximiser la vraisemblance de ceci. Donc, on va essayer de maximiser cette probabilité d'avoir observé telle concentration, sachant les paramètres individuels du patient. Alors, on peut le faire différentes manières. Alors, si on connaît l'erreur intra-individuelle sur les observations, donc on sait qu'on a une certaine erreur là-dessus, on se retrouve avec le fait que ceci, c'est simplement, pour une observation, c'est ça. Ça sera le carré de la différence entre ce qu'on aurait prédit avec nos paramètres et ce qu'on aurait observé, d'accord, divisé par la variabilité, la variance qu'on a. Si on a plusieurs observations, on va simplement se retrouver avec une somme de ceci. Ça, c'est une équation qui est bien connue. En fait, c'est une régression des moindres carrés. En fait, on pourrait chercher les paramètres qui permettent en fait de minimiser cette somme. Et donc, si on minimise cette somme, on va trouver les paramètres les plus justes décrivant ces observations. Impeccable. Sauf que ça marche bien si on a beaucoup de mesures, ça. Une régression des moindres carrés, on va le faire si on a beaucoup de mesures. Dans la pratique, le pharmacologue, en général, il n'en a qu'une seule. Éventuellement 2, 3, s'il y a vraiment de la chance. Donc le problème, c'est que si on a une mesure et qu'on a plusieurs paramètres pharmacocinétiques à trouver, en fait, on a une infinité de solutions. Si on utilise ici juste des moindres carrés, on a une infinité de paramètres qui permettent de tomber pile sur la mesure observée. Et donc, ça ne va pas. On ne saurait pas laquelle est la bonne, en fait. Alors, pour ce qu'on va faire ici, c'est utiliser deux choses. On va utiliser les mesures qu'on a, et puis la connaissance a priori. On a fait des calculs de courbes a priori parce qu'on a calculé des paramètres pharmacocinétiques a priori en fonction des covariables du patient. Et donc, on va utiliser tout ça. On va l'utiliser avec le théorème de Bayes. On va juste faire ça au lever de main. Qui a déjà utilisé le théorème de Bayes? Ou sait ce que c'est que le théorème de Bayes? Ok. 4 sur 20. Soit. Alors, on va faire ça rapidement. Mais jamais gagné au casino grâce à ça. Non, ça c'est assez normal. Ça sera difficile de gagner au casino même avec Bayes. Alors le théorème de Bayes, qu'est-ce qu'il nous dit? Il parle de probabilité. C'est une équation toute simple. Ça parle d'une équation toute simple en fait. Si on a deux événements indépendants, A et B, tirer pile ou face sur une pièce, et puis l'autre c'est le... Ouais, non, l'exemple n'est pas bon. On reviendra sur d'autres exemples après. Simplement donc le fait que la probabilité d'observer deux événements indépendants comme ceci, c'est la probabilité d'observer l'un fois la probabilité d'observer l'autre, sachant qu'il y a eu l'un. Donc s'il y a eu B, il y a une certaine chance d'avoir l'événement B, et je multiplie ça par le fait de la probabilité en fait d'avoir A s'il y a eu B. D'accord? Donc ça c'est la probabilité conditionnelle, probabilité de A si B. Puis en fait, ça c'est complètement symétrique, donc on peut l'écrire de cette manière-ci. C'est la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Donc maintenant, si on prend ces deux parties-là, simplement c'est qu'on prend le
probabilité de B, puis on le passe là-dessous, on obtient ceci. Probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A divisé par la probabilité de B. Ça, c'est le théorème de Bayes, en fait, tout simple. D'accord? Donc, ça c'est pas fou. Par contre, ça a des applications assez intéressantes. On peut aussi avoir plusieurs valeurs de A possibles. À ce moment-là, on pourra simplement l'écrire de cette manière-ci. Donc, la probabilité de B, c'est simplement la somme de, pour toutes les possibilités de A, de la probabilité de A, de la possibilité de A fois la probabilité de B, sachant cette possibilité-là. Donc, ça, c'est le théorème de Bayes un peu général, d'une certaine manière. Et donc, ça peut s'utiliser dans la vie de tous les jours. J'ai un exemple ici pour les daltoniens, mais on ne va pas prendre l'exemple du daltonien, en fait. On va prendre un exemple, vous pourrez le regarder vous. On va prendre l'exemple du test Covid. Je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà eu le droit de se faire arracher le cerveau avec un test Covid. Donc la question ici, c'est quelle est la probabilité d'être réellement malade si on a un test positif? D'accord? Donc je vais simplifier mes équations en disant que mal, ça sera malade, sain pour sain, et TP pour un test positif. On fait une hypothèse ici qu'il y a 15% des personnes qui viennent se faire tester dans un centre qui sont réellement malades. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je propose ici aussi quelques valeurs plus ou moins arbitraires en disant les fabricants de tests, ils vendent un test avec une certaine sensibilité, une certaine spécificité. La sensibilité, c'est quelle est la probabilité que le test soit positif si le... Ah, c'est pas un positif, c'est mal. Quelle est la probabilité que le test soit positif si le patient est malade? Ça s'appelle la sensibilité du test. Donc là, je considère que j'ai un test qui est fiable à 95% pour ça. Et puis, il y a la spécificité qui est 1 moins ceci. Et donc là, ce qui m'intéresse ici, c'est quelle est la probabilité de déclencher un test positif si on est sain. Donc la spécificité, c'est pas ça, c'est quelle est la probabilité que le test soit négatif si effectivement on est sain. Donc on aimerait évidemment que ça soit le plus petit possible. Donc là, j'ai en gros 1% de faux négatifs. Là, j'ai 5% de faux positifs. Maintenant, je sais que dans mon centre, là, j'ai 15% de la population qui arrive qui sont réellement malades. Et donc, la probabilité qu'une personne soit saine, c'est 85%. Donc maintenant, avec Bayes, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la probabilité d'être effectivement malade si mon test est positif. Alors là, je ne vous le lis pas, je vous le laisse lire. C'est exactement l'équation de Bayes telle qu'énoncée précédemment. D'accord? Et donc, si je remplace avec les différentes valeurs que j'ai là au-dessus, eh ben, je me retrouve avec en fait, le fait que si j'ai un test positif, j'ai 94% de chances d'être malade. D'accord? Selon les valeurs que j'ai là. En gros, là, on a une inversion, probabilité qui se met dans l'autre sens, dans le sens où là, je suis intéressé à ma probabilité d'être malade, sachant que j'ai fait un test positif, alors que ce que les fabricants de tests vendent, c'est la probabilité d'être positif si je suis malade, la probabilité d'être négatif si je suis sain. Donc on voyait cette inversion de probabilité ici, qui fait qu'on doit utiliser Bayes en fait pour savoir si effectivement on est malade ou pas. Donc là on n'est pas trop mal, je suis à assez bonne confiance dans mon test. Maintenant j'ai juste changé un truc, c'est qu'en fait il y a 2% des personnes qui viennent se faire tester qui sont réellement malades. Du coup, ma probabilité d'être malade c'est 0,02, probabilité d'être sain 0,98, si j'ai sans aucune autre information. J'ai gardé ma même sensibilité et spécificité à mon test. Je reprends mon équation et je me retrouve avec le fait que cette fois-ci, si je rentre chez moi avec un test positif, en fait, j'ai que 65% de chance d'être réellement malade. Et ça, c'est assez drôle parce que dans les médias, on a beaucoup parlé du nombre de personnes positives, des personnes qui venaient se faire tester. Puis ça avait l'air d'être quelque chose qui était très important. En fait, c'était important parce que s'il y avait effectivement que 2% de la population des gens qui se font tester qui sont malades, vous aviez en fait un résultat de test qui avait beaucoup de chances d'être faux. D'accord? Alors que si on a là, 15% des personnes qui sont réellement malades, on a un résultat du test qui sera beaucoup plus fiable. Évidemment, ici, j'ai mis des valeurs qui ne sont pas forcément justes. Ce sera intéressant de voir les sensibilités et spécificités exactes des différents tests qu'on fait. Mais en gros, c'est assez particulier, ce n'est pas hyper intuitif en fait, parce que le résultat, la fiabilité de mon test ne dépend pas que de moi, elle dépend de la population qui vient se faire tester aussi. Je vous laisserai méditer ça ce soir tranquillement, autour d'un apéro. C'est intéressant d'en discuter avec d'autres aussi. Donc là, voilà, c'était un petit exemple avec 2% de personnes. Et puis là, j'ai repris avec 2% de personnes. La seule chose que j'ai changé, c'est que là, j'avais 5% de faux négatifs.
mon test. Donc il est un petit peu moins bon en fait que le précédent. 5% de faux négatifs au lieu de 1% de faux négatifs. Et cette fois-ci, je me retrouve à, si je sors avec un test positif, j'ai en fait seulement 28% de chance d'être réellement malade. Voilà, c'est toute la beauté de Bayes. Ça s'applique à plein de choses. Je vous encourage à aller regarder des vidéos ou lire des éléments dessus. C'est pas toujours évident à saisir, mais néanmoins très instructif pour analyser la vie de tous les jours et notamment les tests Covid. Alors, pour nous, parce qu'on ne va pas faire des tests Covid ici, nous, ça va nous être utile parce que justement, on va essayer de chercher les paramètres individuels en fonction de ce qu'on connaît déjà et puis en fonction des observations qu'on va avoir. Et donc, là, je reprends le Bayes tel que précédemment. On va se retrouver en fait avec l'idée que la probabilité des paramètres individuels qu'on va pouvoir essayer de calculer, sachant ce qu'on a observé comme concentration, ça sera la probabilité de cette concentration, sachant les paramètres individuels, multiplié par la probabilité de ces paramètres individuels, divisé par la probabilité de ces observations. On va faire une hypothèse, en fait, c'est que la probabilité des observations, de ce qu'on observe, ça n'a pas tellement d'influence là-dedans. On va la considérer comme constante. Et donc, ce qui va nous intéresser, on enlève ce terme tout simplement parce qu'il sera fixe d'une certaine manière. Et donc, simplement, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer ceci. La probabilité des valeurs observées, sachant les paramètres individuels qu'on veut, multipliée par la probabilité de ces paramètres individuels. Et donc, on a deux choses différentes ici. On va utiliser pour les paramètres individuels le fait que chaque paramètre, on connaît sa variabilité. Et donc, en théorie, il devrait être le plus proche possible de la moyenne. Et donc, la probabilité d'un paramètre individuel elle sera plus grande s'il est proche de la moyenne et plus faible au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la moyenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, on n'a pas besoin de tout ça, mais j'en discute volontiers avec vous s'il y en a qui sont intéressés. Et puis, on a l'autre partie qui est la probabilité de l'observer par rapport aux paramètres qu'on a. Et donc là, on peut avoir différentes variabilités. Là, je présente juste l'idée de deux, une qui serait additive, où on regarde la différence entre la concentration qu'on a observée et la concentration qu'on prédirait. Là, on se retrouve avec une équation qui ressemble à ce qu'on aurait pour des moindres carrés. Et puis, si elle est proportionnelle, on se retrouve avec quelque chose où on va travailler sur des logs, en fait, entre guillemets simplement. Maintenant, tout ça se combine, en fait, avec une belle équation, une fonction phi, qu'on appellera fonction phi ici, qui va essayer de chercher, qui va nous permettre, en fait, de calculer, en gros, la vraisemblance de tout cela en fonction de la variabilité qu'on a sur les paramètres. Et donc, ceci, c'est relativement... On va chercher en fait à minimiser tout ça, trouver les paramètres qui vont minimiser tout ça. Donc, on va le faire pour nous par descente de gradient. J'avance un petit peu là-dessus. On va se retrouver ici, je vous montre un petit exemple avec deux paramètres, 1 et 2, où là, j'ai calculé cette fonction phi pour ces combinaisons de paramètres. Et simplement, on fait ce qu'on appelle une descente de gradient, c'est-à-dire qu'on va calculer à chaque point la pente de cette surface ici pour arriver jusqu'au minimum. Et puis le minimum qu'on a là, ça sera la valeur de ces paramètres qui correspond à en fait la vraisemblance maximale. Donc les paramètres qui sont le plus vraisemblables, sachant qu'on est dans telle population avec telle covariable et qu'on a eu telle ou telle mesure observée. Donc avec ça, ça nous permet de sortir une courbe a posteriori qui ne sera pas forcément sur la mesure. C'est ça qui est un peu particulier. C'est que là, on a une mesure ici. Et là, non, pardon, là, c'est le patient typique, autant pour moi. J'ai ma courbe du patient typique avec une mesure, mais qui ne sert à rien. Maintenant, avec certaines covariables, en l'occurrence, on est sur l'imatinib pour moi, si moi je prenais de l'imatinib. Donc, avec les covariables, on voit que moi, je serais un peu plus bas, avec mon âge, mon poids, sans tumeur gastro-intestinale. Et puis, maintenant, avec la mesure, on se retrouve avec quelque chose qui sera plus proche de la mesure. On voit qu'on n'est pas sur la mesure, parce qu'on ne fait pas juste une régression linéaire, mais on doit prendre en compte le fait que je fais partie de cette population et qu'a priori, on s'attend à ce que ma courbe, ça soit ça. Et a posteriori, il se trouve qu'on devrait être quelque chose comme ça. Donc, on utilise vraiment ces deux informations-là pour construire les paramètres. Vous voyez aussi ici autour des percentiles qui se sont rapetissés, en fait, qui ne sont pas du tout les mêmes. Ils sont calculés de manière très, très différente. Je ne vais pas le spécifier là parce que c'est largement plus complexe, en fait, pour calculer ces percentiles dits a posteriori. Voilà, donc là, on a de quoi faire nos calculs en connaissant nos covariables, nos mesures. Maintenant, on sera intéressé à atteindre nos cibles thérapeutiques.
Alors, les cibles thérapeutiques, il y en a pas mal de différentes. Les grands classiques, en fait, c'est au résiduel, c'est-à-dire à la fin d'un cycle, avant de prendre la prochaine dose, on aimerait être à telle valeur. Ça peut être une cible au pic, j'aimerais être au maximum, atteindre au maximum cette valeur-ci. Ça peut être une cible moyenne qui correspond plus ou moins à l'air sous la courbe, d'accord. Et puis on a plusieurs autres, on a une dizaine de cibles différentes qui sont intéressantes parce que ça permettra voilà, de trouver la meilleure posologie. Avec le fait que les cibles peuvent dépendre aussi du patient potentiellement, d'accord, ça peut dépendre des covariables du patient. Donc là, petit exemple pour l'imatinib, avec le fait que voilà ma cible au résiduel, j'aimerais qu'elle soit ici. Donc là, on voit qu'a priori, on a quelqu'un qui est en dessous. Donc ça, c'était ma courbe, mais avec une mesure qui est très, très, très basse. Et donc, a priori, je suis beaucoup trop bas. Il faudrait évidemment modifier ma posologie pour arriver dans la cible correcte. Donc, les propositions de posologie, comment on va faire ça? On va prendre les paramètres du patient, les mesures et tout pour faire des prédictions. On aura ces cibles. Et puis, Tokoxy va jouer là-dessus pour proposer la meilleure dose et le meilleur intervalle. D'accord, il va le faire comme ceci, en proposant ici, là, en l'occurrence, deux options, soit quelque chose toutes les 12 heures, soit toutes les 24 heures, avec une plus grande dose, évidemment. Et le praticien pourra ensuite choisir ce qu'il veut pour voir ensuite une belle courbe s'afficher. Alors, évidemment, on ne va pas proposer n'importe quoi. Demander à un patient de prendre 438 mg toutes les 12h42, ça va être un petit peu difficile à mettre en place. Même si, voilà, de manière automatique, on pourrait faire des choses comme ça. On a fait quelques essais avec des algorithmes génétiques ou autres. On pourrait s'amuser à faire ça, sauf que dans la pratique, ça ne sera pas tellement ça qui nous intéresse. On aura plutôt des valeurs discrètes, dans le sens où on sait que tel médicament, on le trouve en version 100, 200, 400 mg. On sait que, typiquement, notre patient, on est OK qu'ils prennent du médicament toutes les 8, 12 ou 24 heures, ou 36 heures, mais pas tous les 7h42, d'accord? Ça n'a pas trop de sens. Et donc, on peut mettre en place, en l'occurrence, on a fait plus simple que des problèmes de satisfaction de contraintes. C'est-à-dire que là, on peut se permettre, avec la rapidité du logiciel, de générer toutes les options et de choisir la meilleure ensuite. Donc, voilà, maintenant, en tant qu'ingénieur, on aurait assez envie de tout automatiser. D'accord? Donc, en théorie, on pourrait très bien avoir un système qui prend toutes les données qu'on a sur le patient et qui propose la meilleure posologie. Alors ça, on peut le faire. Mais voilà, le médecin a quand même envie d'avoir le dernier mot. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, simplement, on propose et ensuite, le médecin dispose dans le sens où il peut accepter une des propositions qu'on a fait. Il peut aussi faire la sienne qui lui est propre s'il préfère. La responsabilité aussi, du coup, elle est importante ici, dans le sens où il y a quand même un médecin qui, à un moment donné, prend une décision. On ne va pas juste laisser, pour l'instant, le logiciel appuyer ou lancer l'injection de médicaments dans le sang directement. Ce sera un petit peu plus dangereux, évidemment. Donc maintenant qu'on est capable de faire des courbes, des percentiles et puis des propositions, donc on génère un rapport aussi, on peut générer un rapport. On va laisser le praticien ajouter des informations. Ça, c'est juste un peu pour le détail d'implémentation. On a utilisé d'HTML5 qui permet d'injecter du coup des données automatiques dans de l'HTML. Puis du coup, pour une nouvelle institution, on pourrait simplement créer un nouveau format de rapport avec des nouveaux logos, une nouvelle manière de gérer les choses qui peut être plus agréable. Et donc voilà à quoi ressemble un rapport léger ici, parce que je n'ai pas mis beaucoup de commentaires ici. Un rapport pour un patient, c'était pour l'imatinib, avec une jolie courbe, les paramètres pharmacocinétiques qui ont été calculés pour le patient typique, a priori et a posteriori, l'ajustement proposé, d'accord, en disant qu'on aimerait bien suggérer 800 mg toutes les 24 heures par dose orale, etc. Au niveau des données maintenant, alors les données, comment est-ce qu'on a fait ça? On avait à la base en fait un logiciel très complet et puis on a beaucoup simplifié les choses en fait au final pour arriver vers l'essence même du TDM d'une certaine manière. L'idée c'est que du coup les données on peut les stocker localement dans des fichiers tout simplement, mais on peut quand même accéder à des données distantes. Donc là le logiciel il peut se connecter à la base de données centrale du CHUV. Alors, il faut évidemment être dans le CHUV, on n'accède pas n'importe comment au CHUV. Il y a un VPN un peu costaud qui permet en fait de récupérer toutes les demandes d'interprétation. Donc ils ont ces 5000 demandes d'interprétation par année
qui sont évidemment sous format informatique. Et donc, on peut récupérer toutes ces informations-là pour rentrer directement ces informations dans le logiciel. Ça se fait, donc Molis, c'est le nom de la base de données du CHUV. Ça se fait via un pont parce que la base de données, elle communique en un format qui s'appelle HL7 V2. HL7, c'est un standard pour la communication d'informations médicales en différents systèmes. La V2 est absolument horrible en fait à voir. C'est des champs séparés par des pipes. C'est très très moche, comme on dit dans le jargon technique en fait, pour un informaticien. La HL7 V3, elle se fait avec du XML, donc c'est beaucoup plus propre, mais voilà, c'est pas ce qui est supporté par leur base de données. Donc ce qu'on a mis, c'est qu'au milieu, on a mis un pont qui exploite Mirror Connect, qui est un système open source pour faire de la traduction de format de message. Donc vous pouvez prendre du XML d'un côté et du JSON de l'autre côté, puis demander de la traduction. Là, on a un format HL7V2 très moche qui se traduit en du XML, et du coup, nous, on utilise du XML pour communiquer. On peut demander quelles sont les requêtes ouvertes, on peut récupérer les requêtes, interagir comme ça avec la base de données. Je vous passe les détails de ceci, ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant par contre, c'est de voir que la base de données du CHUV est criblée de données pas top, parce qu'ils ont beaucoup de champs libres, donc c'est du champ texte à la place de valeurs numériques. Et donc, les gens, ils rentrent via des interfaces web des données qui sont tout sauf interprétables correctement. Donc là, le logiciel Tuckxy, il essaye d'interpréter tout ce qu'il peut, mais régulièrement, il sort plein de warnings en disant, bon là, pour typiquement l'intervalle de dosage, il y aura 1, mais en fait, ça ne représente pas 1 heure, c'est juste que les gens, ils ont dit que c'était 1 fois par jour, et donc, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, ils travaillent de leur côté pour essayer de rendre leur base de données un petit peu plus stricte. On peut se poser la question des transferts de données. Là, en l'occurrence, on n'a pas installé de cryptage pour ça, en se disant, en fait, on reste dans une institution en soi, et donc on reste protégé en fait par tous les firewalls de l'institution. Maintenant, si ces données-là devaient être échangées sur un réseau distant, à ce moment-là, il faudrait mettre en place évidemment de quoi crypter tout ça. On n'a pas tellement envie d'avoir des données de patients qui se baladent dans la nature. Ça ne plaît pas forcément complètement. Maintenant, en termes de modularité, le logiciel en soi, donc, il a été super optimisé pour les calculs qu'il doit faire, notamment ces percentiles qui sont le plus coûteux, mais on aimerait être flexible pour pouvoir ajouter de nouveaux médicaments. Et donc là, ce qu'on a, c'est que les médicaments sont décrits dans des fichiers XML, ce qui fait qu'on peut en rajouter facilement, avec typiquement l'effet des covariables qui sera décrit dans du XML, une sorte de JavaScript en fait, un petit langage pas trop compliqué à mettre en place, parce que c'est des calculs qui sont faits peu souvent et qui ne sont pas coûteux. Par contre, le corps même, il est fait de manière très très optimisée. Ça a été fait en C++ pour les connaisseurs, avec Qt pour la partie graphique, ce qui fait que le logiciel peut être compilé Linux, Windows, macOS. Vous aurez à disposition une version Windows en fait de ceci, d'accord. Et moi, je travaille sous Linux en fait pour le développement. On a un site web, donc vous n'aurez pas besoin d'aller récupérer ça. Je vous donne une autre version en fait sur le site web. On trouve un démonstrateur. Je vous donne une version un peu plus complète parce qu'on en aura besoin pour le petit labo qu'on va faire ensemble. Donc voilà, ça répète un peu ce que je viens de dire. En l'occurrence, les utilisateurs pourraient écrire leur propre fichier XML. Vous allez pouvoir faire cet exercice, en fait. Ça sera l'exercice du cours. On verra que ce n'est pas tout simple. Je vais vous sortir de votre zone de confort, mais que ça va être un exercice assez intéressant en fait, à faire. Et donc, dans ces fiches de médicaments, on va retrouver beaucoup de choses. On va retrouver la description du médicament un peu au sens large, qu'est-ce qu'il fait. Le choix du modèle, c'est-à-dire est-ce que c'est un médicament qu'on prend par voie orale, est-ce que c'est en bolus, est-ce que c'est en perfusion, quelles sont les posologies possibles, donc est-ce qu'on tolère toutes les 8, 12, 48 heures, quelles sont les doses qu'on peut se permettre d'avoir, d'accord. On aura des cibles thérapeutiques, parce que certains médicaments, on est intéressé typiquement à l'air sous la courbe, d'autres on est intéressé par la valeur au résiduel, donc ça on peut le décrire aussi là-dedans. On va pouvoir y renseigner les paramètres, ainsi que leur variabilité. D'accord, donc typiquement la clairance, le volume, etc. On va pouvoir dire quelles sont les covariables du modèle et quelles sont leurs influences typiquement sur les paramètres. D'accord, et puis on peut mettre des commentaires un petit peu partout qui sont multilangues. Ça se fait donc dans du XML. Je vous montre ici un petit exemple des informations pour un paramètre. Ici, on est sur le volume, le paramètre V, pour l'imatinib.
Donc, on a un identifiant de paramètre, c'est V, il est en litres. La valeur standard, c'est 347. On a une a priori computation qui fait que, en fonction de la valeur population, donc 347, qui est un nombre à virgule, en fonction du sexe qui est aussi un nombre à virgule, alors je vais calculer ceci, et ça va me retourner en fait la valeur a priori du paramètre. D'accord? Donc ça, c'est des choses que vous allez toucher aussi dans le labo, d'accord? Avec le fait que vous aurez des a priori computation avec les inputs à choisir, et puis ensuite une équation pour retourner une valeur pour ce paramètre. On a aussi la variabilité, BSV pour Between Subject Variability. Là, on a une variabilité exponentielle avec une déviation standard de 0,629. D'accord? Et puis une validation qui permet de vérifier que le volume est compris entre 0 et 300 pour que tout se passe bien. Ça, c'est un petit peu moins important. Par rapport à cette variabilité aussi, ici, on va se retrouver avec une déviation standard. Et là, je voulais vous montrer aussi quelque chose par rapport à la classe. Là, ici, j'ai des calculs de covariance. Donc là, on est sur l'idée de faire une étude population. J'ai 77 étudiants DDM sur plusieurs années. Et puis là, j'ai regardé quelles étaient les corrélations entre les différentes choses. Donc ici, on a entre le poids et l'âge. On voit qu'a priori, je peine à avoir une tendance en fait entre le poids et l'âge, ce qui est assez logique. Entre la taille et l'âge aussi, j'ai une sorte de gros nuage de points sans truc réellement pertinent. Par contre, intéressant ici, entre la taille et le poids, d'accord, on voit ici qu'il y a une sorte de... On peut imaginer une sorte de droite qu'on pourrait obtenir par régression linéaire. D'accord? Parce que, assez logiquement, plus on est grand, plus notre poids devrait être conséquent. D'accord? C'est assez logique. Et donc ça, numériquement, on le retrouve sous forme de matrice de corrélation. C'est des choses que vous aurez aussi à utiliser. Enfin, vous allez récupérer des informations pour remplir des fiches. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est que ici, on a la taille, l'âge, le poids et l'âge. Et on voit qu'on a une corrélation de 0,6 entre la taille et le poids. Donc, elle est relativement conséquente. Le max, c'est 1, en fait, pour une corrélation. Donc, on a une corrélation relativement conséquente entre la taille et le poids, d'accord, ce qui a du sens. Par contre, on n'a pas du tout de corrélation entre la taille et l'âge, ni entre le poids et l'âge. D'accord, là, on a des valeurs très, très faibles, ce qui est tout à fait logique, en fait, par rapport à ce qu'on peut observer. Donc, voilà, on se retrouve avec un format XML à modifier comme ça. Puis là, je voulais juste terminer par un petit historique, en fait, du développement. On a commencé ça il y a 10 ans, plus ou moins avec le chiffre. Puis au départ, c'était l'idée, ils nous ont dit, bon alors, on doit calculer 3 choses. Soit on a une seule dose, soit on a une dose multiple, donc on fait n fois la même dose, soit on est à ce qu'on appelle l'état d'équilibre, c'est-à-dire qu'on a atteint cet état tout à fait standard. Impeccable, on a écrit un logiciel qui permettait de faire ça, tip top. Puis d'un coup, une fois qu'on avait fait ça, ils nous ont dit, ah oui, mais en fait, les covariables, elles doivent pouvoir changer dans le temps. Donc, vous pouvez modifier le poids dans le temps, etc. Et donc, du coup, l'état d'équilibre, même les doses multiples, n'ont plus tellement de sens. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris notre copie, on a modifié la manière de faire des calculs, on a utilisé un résiduel, donc une valeur de concentration juste avant la prochaine dose pour pouvoir calculer la suite. Puis, une fois qu'on a fait ça, ah ouais, mais attention, parce qu'il y a des covariables qui sont un peu spéciales. Typiquement, l'âge, en fait, il change régulièrement parce que pour les nouveau-nés, il change tous les jours, puis pas seulement une fois par année. Ah, donc, ok, on modifie ça, ça complique les choses parce qu'on a de la peine du coup à atteindre un équilibre, parce qu'un équilibre n'existe pas si vous avez des covariables qui changent tout le temps. Et c'est embêtant. Et puis ensuite de ça, on vous dit, ah ouais, mais ça serait bien en fait de pouvoir ne pas donner le médicament le week-end. Donc évidemment, on avait prévu une manière de décrire les posologies en disant, voilà, pendant un certain temps, je donne un médicament tous les temps de temps. Impeccable. Sauf qu'avec ça, c'est assez compliqué de décrire le fait qu'on ne le donne pas le week-end, parce que c'est vous donner pendant 5 jours quelque chose, ensuite rien, ensuite de nouveau quelque chose pendant 5 jours, etc. Donc on a remodifié complètement la manière de représenter les posologies. Et donc c'était une succession de « Ah ouais, non, mais il y a encore juste ça ». Et donc, une des morales qu'on peut retirer de ceci, c'est que faut faire attention avec qui on discute. Parce qu'en fait, eux, les pharmacologues, ça partait pour eux d'une bonne intention en disant on ne dit pas tout au départ.
Comme ça, ils vont faire un truc simple, puis ensuite, on complexifie la chose. Le petit problème, c'est qu'après, en tant qu'ingénieur de l'autre côté, c'est assez gentil de vouloir penser ça, sauf que ça nécessite de refactoriser beaucoup de choses. En l'occurrence, c'est du logiciel, mais si on imagine une machine, ça serait encore pire. D'accord? Parce que si on avait eu le tableau complet dès le départ, on aurait fait des choix en disant, on représente les données d'une certaine manière, quitte à ne pas tout implémenter au départ, mais au moins avoir une structure qui permet de le faire. Et donc, voilà, ça c'est un petit point pour vous. Faites attention à bien cerner les besoins au départ. Vous ne faites pas avoir par des gens qui vous disent « oui, en général c'est comme ça », puis ils ne veulent pas vous dire le 5% de cas qui embêtent. Et en fait, ce qui est vraiment important, c'est ces 5 ou 1% de cas différents qui font que ça va nécessiter de tout remodifier en fait, au fur et à mesure. Donc voilà, c'est bien de faire de l'incrémental, c'est des choses qui se font beaucoup dans le monde du logiciel, mais c'est important d'avoir le tableau complet à l'œil, sinon ça ne se passe pas très bien. TuckXI, c'est un dispositif médical. À l'époque, c'était de la classe 1. À l'heure actuelle, c'est de la classe 2A. Vous venez de discuter de ça avec Yannick. Donc voilà, en termes de certification, ce n'est pas idéal. On n'a pas encore créé de start-up pour commercialiser ça. Il faudrait certifier le tout correctement. On peut difficilement faire le cas faire ça dans une version académique. Encore sur l'histoire aussi, on avait fait d'abord une version académique avec plein d'options, beaucoup de possibilités, mais ce n'était pas assez centré en fait sur la pratique des pharmacologues. C'était un truc scientifique qui était très chouette, mais qui n'était pas idéal pour la vie de tous les jours. Et donc, on a recentré en fait les choses en rediscutant bien pour en faire quelque chose de déjà plus certifiable, mieux pensé en termes d'architecture et notamment en termes de design. En termes d'architecture, on a un domaine métier avec du calcul, on a du coup une version graphique qui interagit avec ce domaine métier, une version ligne de commande qui interagit aussi, la connectique qui se fait à côté, donc tout ça est très séparé pour potentiellement pouvoir recertifier ça un petit peu mieux. On pourrait l'imaginer aussi en version juste serveur, automatiser le tout. Donc là, c'est des travaux que je propose régulièrement en disant, voilà, ça peut être intéressant d'avoir un système automatique qui peut faire des demandes à TuckXI pour dire, voilà ce que je connais sur mon patient. Est-ce que c'est juste typiquement la dose qu'on lui a donnée ou est-ce qu'on est en train de partir dans les choux? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle. En pratique, qu'est-ce qu'on a fait? On avait commencé à mettre en place le squelette d'une startup. Donc, on a écrit pas mal de documents justement sur le développement, sur le processus, etc. Et finalement, c'est resté pour l'instant dans l'académique. Mais on a eu l'occasion de se confronter un peu à ce que Yannick vous a présenté. Je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus. Juste vous montrer sur un petit truc sur l'interface graphique. La première fois qu'on a refactorisé le code pour en faire un truc un peu plus joli, on a fait quelque chose comme ça avec un patient et puis ces tables là, qui avancent comme ça. Ça, c'est moi qui avais plus ou moins designé ce truc. Après, on a décidé d'en faire une version un peu tablette avec un truc là-haut où on peut se passer avec le doigt comme ceci, avec des goûts graphiques qu'on peut juger bons ou pas. Je vous laisse choisir. Je ne suis pas forcément enthousiaste par la manière dont c'était fait ceci. Et puis, finalement, on a simplement travaillé avec une graphiste du MEI, d'accord, qui arrivait avec le design actuel, avec un beau dauphin, des belles courbes, des belles icônes, une iconographie qui a du sens, d'accord, et du coup un logiciel qui ressemble à quelque chose en fait, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Donc avec ça, je vous ai à peu près présenté au sens large, en gros, tout ce que faisait ce logiciel. Est-ce que jusqu'à présent, il y a quelque chose que je pourrais éclaircir? Pas d'éclaircissement nécessaire. Alors, il nous reste 5 minutes, le timing est impeccable, pour parler de ce que vous allez faire. Alors, je vais vous faire transpirer en fait un peu. Je vais reprendre la main comme ça. Je vais vous faire transpirer un petit peu, parce que voilà, on est des ingénieurs, on a appris des trucs dans les cours et c'est magnifique. Par contre, le jour où on se met à travailler dans du biomédical, on a la partie biomédicale qu'on connaît un petit peu moins, puis on doit apprendre en fait à discuter avec d'autres personnes, en l'occurrence c'est des pharmacologues, et puis à appréhender un nouveau domaine en fait. Donc là, je vais vous faire appréhender la pharmacologie clinique en disant on va créer des nouvelles fiches médicaments. D'accord? Donc on a le logiciel. Et puis, pour faire une nouvelle fiche médicament, qu'est-ce qu'on fait? On prend un article de pharmacologie clinique
où ils ont fait une étude sur N patients, et puis ils en ont sorti en fait la substantifique moelle, qui seront les valeurs moyennes des paramètres, la variabilité de ces paramètres, une erreur résiduelle, une influence de ces covariables, etc. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir soit travailler seul, soit par groupe de 2. On a préparé 15 articles. Donc là, je fais ça avec l'équipe du CHUV. On a préparé 15 articles. Et donc, il faudra, première chose, ce sera juste choisir un article. C'est plus ou moins aléatoire. Ils ont plus ou moins tous la même difficulté. D'accord? Donc, ce qui m'importe, c'est juste que vous en choisissiez un et puis que vous remplissiez dans un Google Doc lequel vous avez choisi. Donc, vous avez ça dans l'énoncé. Il y a un énoncé, je vous ai mis un fichier zip sur Cyberlearn avec différentes choses, dont un énoncé. Dans l'énoncé, vous avez un lien sur le Google Doc qui vous permettra de dire qui travaille sur quoi. Ça sera important de le faire avant de commencer à lire votre article parce que je n'ai pas envie qu'il y ait 2 groupes qui travaillent sur le même. D'accord? Ces articles, ça va vous plonger dans un monde un peu particulier parce que là, c'est un monde de pharmacologues avec des termes que vous allez comprendre, des termes qui sont moins évidents, mais néanmoins intéressants. Et puis, donc, à partir de ces articles que vous allez lire, vous allez pouvoir créer une fiche. Et puis, créer cette fiche, ça va se faire via un éditeur online. On a un éditeur en ligne, en fait, qui permet de garantir au moins que la structure du XML est bonne, et puis qui va vous mettre des petits warnings en fonction de ce que vous mettez comme information. Cet éditeur, il va vous permettre de valider la fiche, c'est-à-dire qu'il y aura un bouton qui va vous dire « ça a l'air bon ». Et si ça a l'air bon, vous allez pouvoir la récupérer et puis la mettre dans le logiciel. Je vous ai mis un lien pour télécharger le logiciel. Vous pouvez l'installer sous Windows. Ça coûte pas, c'est pas compliqué l'installateur. Et puis, juste pour le lancer, il vous demandera une licence. Vous suivez juste ce qu'il faut faire et puis vous recevez une licence. Elle est gratuite, il n'y a rien de spécial pour ça. Et donc, cette fiche, vous allez pouvoir la mettre dans un endroit particulier de l'installation et en théorie, relancer le logiciel et puis voir votre médicament et puis pouvoir voir des nouvelles courbes qui vont s'afficher. Voilà, donc ça sera votre job. Pour ce faire, on se retrouvera le 31 mai. On a les 4 périodes de la session à disposition. Ça va passer vite, parce que vous verrez que ce n'est pas tout simple. Donc, avant d'arriver à cette session, donc avant le 31 mai à 13h15, il faut que vous ayez lu votre article. Donc, au moins lu l'article et puis souligner, trouver où était l'information intéressante. Et puis, si en plus de ça, vous avez réussi à commencer une fiche médicament, c'est tout ça de prix. Cette session, la prochaine, elle va se passer aussi d'une manière un peu particulière. Donc, je serai là, on sera à distance, ma foi. Mais je serai là pour faire du debug, pour vous aider, avec ma casquette d'informaticien qui a développé le soft et puis qui maîtrise l'entier de la chose. Mais il y aura 2 personnes du CHUV. Il y aura Thierry Buclin, qui est le responsable de la division de pharmacologie clinique, donc qui est un chef de service au CHUV. Il sera à disposition aussi pour répondre à vos questions. On verra comment faire ça par Teams. Et puis, il y aura Monia Guidi, qui est une scientifique senior qui est une physicienne, mais qui travaille en pharmacologie, qui sera aussi là pour répondre aux questions. Donc, en fait, on sera 3 pour faire de l'aide, pour être sûr qu'à la fin de la session, vous ayez pu remplir votre fiche complète et puis que vous ayez un truc qui marche à nous rendre derrière. Et est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ça? C'est quand même important que vous ayez ce qu'il faut là pour démarrer. Pas de questions? Alors, si pas de questions, je vous demande de juste faire ça aujourd'hui, c'est de récupérer le zip que j'ai mis sur le site et puis dans ce zip, pardon, je vais juste repartager mon écran. Donc, dans ce zip, vous avez le DDM exercice Tuckxi qui présente juste ce que je viens de vous dire. La possibilité de récupérer Tuckxi, un lien sur l'éditeur qui ressemble à quelque chose comme ça, qui va permettre de typiquement charger un template et puis de pouvoir ensuite remplir différents champs. Avec cet éditeur, il y a des warnings qui vont vous donner des messages comme quoi il y a des trucs qui sont bien ou pas bien. J'aimerais bien qu'il me donne le message quand je passe dessus. Non, pas aujourd'hui. En théorie, il y a un petit message là qui s'affiche qui dit que voilà, typiquement là, le champ, on n'a pas le droit qu'il soit vide. Et voilà. Donc ça vous permettra de créer vos fiches, les sauver ensuite en local, sauvez-les régulièrement pour ne pas perdre quelque chose.
vous aurez donc le logiciel à récupérer et puis le Google Doc à remplir, c'est celui-ci, ici. D'accord? Ce Google Doc, vous avez les différents médicaments, les articles associés. Donc, dans le zip que je vous ai mis, il y a un répertoire avec les 15 articles. D'accord? Et puis, donc, j'aimerais le nom des étudiants qui travaillent dessus pour être sûr que vous n'êtes pas deux groupes à travailler sur le même. D'accord? Donc, pour la prochaine fois, les articles sont à lire, à comprendre à peu près si possible. Si vous voulez commencer votre fiche, c'est tout ça de prix. Et puis, on se revoit le 31 pour remplir tout ça et puis que vous retrouviez avec votre fiche avec du fluconazole, de l'ernotinib, de la piperacilline et autres valproates. Alors, si ça joue pour tout le monde, j'en ai fini pour cette session. Et puis, je me réjouis de vous retrouver. Soyez prêts avec vos caméras si jamais lundi, dans 2 semaines, c'est plus sympa si on voit des têtes plutôt que des initiales lorsqu'on aura à échanger, parce que forcément qu'on aura à échanger. C'est un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois, mais en présentiel à l'époque. D'accord, c'était toujours assez sympa, cet échange entre ingénieurs, pharmacologues, discuter autour de tout ça. C'était plutôt sympa. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, bonne fin de journée alors. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.